Et bienvenue à tous, bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 5e épisode, nous sommes à nouveau en direct afin de vous permettre de réagir et de proposer des questions en lien bien sûr avec le thème du débat, la raison d'être à l'heure de l'intelligence artificielle. Mes deux invités pour cet épisode exceptionnel sont deux prospectivistes de talent. Jacques Attali, président de la Fondation Positive Planète, du groupe AEA, de SLET, écrivain, économiste, éditorialiste aux Échos et j'en oublie sans doute, et le docteur Laurent Alexandre, chirurgien, fondateur de Doctissimo et écrivain spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonjour messieurs. Je ne suis plus président de Slate depuis longtemps. Ah, pardon, j'ai repris la biographie, donc je corrige, ancien président de Slate. Bonjour messieurs, encore un immense merci d'avoir accepté ce débat. J'ai eu la chance d'interviewer Jacques Attali afin de recueillir ses réflexions sur la communication il y a une dizaine d'années. J'essaye de suivre vos apparitions médiatiques à l'un comme à l'autre. Elles sont tellement régulières, je ne peux pas vous voir à chaque fois, mais en tout cas, c'est un plaisir, car je sais qu'il en sortira souvent des idées précieuses pour le débat public. Je suis donc ravi de vous recevoir pour aborder un thème qui me tient à cœur, la raison d'être à l'heure de l'intelligence artificielle. Depuis le vote de la loi Pacte, la raison d'être est au cœur de beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, d'espoirs, de tentatives de donner du sens. Avec cette émission, nous essayons de faire débattre partisans et adversaires de ce concept qui doit mettre en lumière les finalités d'une entreprise. Est-ce que celles-ci vont devoir évoluer au regard des enjeux nouveaux auxquels elles sont confrontées? Donc pour commencer, première question, selon vous, dans quelle mesure l'attente croissante des Français vis-à-vis des entreprises, qu'on voit de plus en plus s'exprimer ces derniers temps, est-elle liée à l'affaissement de la parole publique? Monsieur Attali, si vous voulez commencer. Avec plaisir. Je vais commencer par vous taquiner parce que vous avez associé le purpose, comme vous dites, ou la raison d'être avec l'intelligence artificielle. Simplement parce que c'est deux mots à la mode, alors on les met ensemble, ça fait du bruit, mais ça n'a absolument aucun rapport. Si vous avez voulu être complet pour attirer les chalands, vous auriez dû dire, par exemple, raison d'être, intelligence artificielle et islamo-gauchisme. Là, vous auriez ratissé très large pour avoir encore plus de gens qui nous regardent. Mais franchement, ça n'a aucun rapport. Enfin, sous réserve de ce que on va en trouver, parce que forcément, on trouve toujours des rapports avec tout et rien. Et on va sûrement, Laurent sera sûrement capable de nous trouver un rapport entre raison d'être et intelligence artificielle. Il y en a sûrement, comme il y a des rapports entre tout et rien et tout. La raison d'être d'une entreprise, dans le droit français, comme dans beaucoup de droits, c'est d'abord la rentabilité du capital pour ses actionnaires. Dans le droit français, c'est encore la seule raison d'être d'une entreprise, c'est de rapporter du capital à ses actionnaires. Ça n'est pas légalement faire autre chose. Ce qui fait d'ailleurs que aujourd'hui, les grandes décisions de vie et de mort d'une entreprise, d'achat, d'OPA, de pas OPA, sont prises que par les actionnaires. Et les autres, en France, dans le droit français, les autres acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, les gens du territoire dans lequel l'entreprise se trouve, les générations futures qui sont concernées par l'avenir de l'entreprise, n'ont pas leur mot à dire. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup d'autres, depuis longtemps, j'ai lancé cette idée, mais avec beaucoup d'autres, que les actionnaires ne sont pas les seules parties prenantes de l'entreprise, qu'il y en a d'autres. En France, ça a commencé à s'exprimer par un célèbre discours au patronat d'Antoine Riboud à Marseille, auquel j'étais, par les hasards de la vie, très associé à l'écriture de ce discours, dans lequel il avait dit qu'il y avait deux piliers dans l'entreprise, le pilier économique et le pilier social, qui devaient être égaux, et il a été d'ailleurs extrêmement rejeté par le patronat de l'époque quand il avait dit ça. Aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience du fait que l'entreprise, comme une collectivité territoriale, comme une ONG, comme un pays, doit avoir d'autres finalités que la seule finalité de la rentabilité du capital. Et avoir des finalités qui sont autres, qui sont d'être durable. Pour ma part, je le vois à 4 dimensions. Sociale, économique d'abord, il faut qu'elle soit durable économiquement, donc la rentabilité du capital, économiquement, socialement, écologiquement et en termes de gouvernance. Avoir un maximum de lutte contre la corruption, de présence des femmes, des minorités, etc., pour que la gouvernance soit la plus juste possible. Voilà en quoi une entreprise doit être ce que j'appelle positive, c'est-à-dire durable dans l'intérêt des générations futures et des générations présentes, durable
qu'on peut décliner d'une autre façon, durable pour ses consommateurs, ses travailleurs, les citoyens, les épargnants qui sont concernés par la rentabilité du capital, et tous ces acteurs ont intérêt à ce que ce soit durable à long terme. Donc la raison d'être, c'est la durabilité à long terme dans les 4 dimensions dont je viens de parler, pour chacun des acteurs dont je viens de parler. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience de cela assez grande. D'abord une prise de conscience écologique, l'importance que l'entreprise soit écologique, d'où le fait que beaucoup d'entreprises s'éloignent de leur pure dimension économique dans la nature de ce qu'elles produisent ou dans la façon dont elles produisent, en s'éloignant de la production de déchets ou la production de gaz à effet de serre. Et il y a aussi une pression faite par les pouvoirs publics de plusieurs natures. Maintenant, la loi Pacte, qui découle de beaucoup d'efforts convergents, en particulier le rapport sur l'économie positive que le président Hollande m'avait demandé, sur lequel on avait fait un très grand nombre de propositions sur la raison d'être de l'entreprise, en particulier la modification des articles du Code civil dont j'ai parlé tout à l'heure, qui définissent l'entreprise uniquement en France par son rapport aux actionnaires, qui n'a pas été fait, mais un certain nombre de choses ont été faites, dont la création de ce qu'on appelle l'entreprise à mission, qui rejoint d'une certaine façon et autrement ce qu'on appelle en droit américain la B Corp, c'est-à-dire une entreprise dont la seule finalité n'est pas la rentabilité du capital. Mais ça reste extraordinairement marginal, et puis à un moment, il y a un juge de paix. Quand le capital n'est pas content, le capital vire les patrons, quel que soit le statut de l'entreprise. Merci, M. Attali. Docteur ? Bien sûr qu'il y a d'autres stakeholders que les actionnaires dans une entreprise. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui paie la majeure partie des cotisations sociales dans un pays et qui donc, à ce titre, participe à la protection sociale extrêmement largement. Personne ne va s'opposer à ce que les entreprises aient des missions, mais il faut faire attention. Attention à ce qu'on ne cherche pas trop la mule et que les entreprises ne se taillent pas ailleurs. Et puis, la mission première de l'entreprise, c'est d'exister pour verser des salaires, payer des cotisations sociales pour entretenir les personnes âgées, les fragiles, les malades, y compris les malades pauvres. C'est participer à l'aménagement du territoire, faire de la R&D pour participer à la construction technologique de son pays, ce qui est particulièrement important au moment où nous rentrons dans une économie de la science, une économie de la connaissance. Donc, faisons attention à ne pas mettre trop de charges sur l'entreprise, car l'entreprise, elle doit aussi créer de la richesse pour créer des emplois et payer des cotisations sociales et assurer l'aménagement du territoire. Moi, personnellement, je ne voudrais pas, même si je suis tout à fait favorable aux articles de la loi Pacte, je ne voudrais pas qu'on demande trop à l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise parte dans la zone Asie-Pacifique, où la vie lui sera beaucoup, beaucoup plus facile. Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu de concurrence mondiale, c'est pour ça que tous ces enjeux doivent être mondiaux, et c'est pour ça qu'on peut avoir d'évolution qui est absolument vitale. Si on veut que l'humanité survive à la fin du siècle, il faut que les entreprises produisent moins de gaz à effet de serre et que les consommateurs en produisent moins. Donc, il est très important que sur ce terrain, les entreprises évoluent. Mais naturellement, si elles évoluent seulement en France, ça n'a aucun intérêt, puisque d'ailleurs la France est un des pays qui est le moins émetteur de gaz à effet de serre, en particulier grâce à sa production d'énergie nucléaire, qui est un avantage considérable, qui fait que les entreprises, en tout cas en France, ont moins d'impact qu'ailleurs là-dessus, mais enfin, chacun doit faire sa petite. Et donc, il est très important que les entreprises le fassent. Mais ça ne peut être que mondial. Et pour que ça soit mondial, il faut aller jusqu'à des réglementations mondiales. Parce que les entreprises, comme l'a dit très justement Laurent, elles sont dans un univers concurrentiel et elles ne peuvent pas mourir pour faire bien. Mourir en faisant bien, ce n'est pas possible. Donc, il faut imaginer les réglementations mondiales qui peuvent être des fiscalités. Par exemple, il y a une évolution maintenant qui commence à gagner beaucoup d'esprit vers un prix du carbone qui s'imposerait comme un prix que les entreprises devraient payer, sauf s'ils réussissent à réduire leurs émissions de carbone. Et le prix du carbone, qui aujourd'hui naturellement oscille autour de 25-30 $, pourrait passer, certains le disent maintenant de façon plus explicite qu'avant, autour de 100 $. S'il y avait mondialement un prix du carbone fixé à 100 $, on réglerait de façon
cybernétique, mécanique, une grande partie des impacts de l'effet de serre, puisque les entreprises seraient conduites à évoluer naturellement vers cela sans qu'elles aient à prendre des décisions contraires à leurs intérêts. Mais encore une fois, il faudrait que ça soit général, parce que si c'était que dans quelques pays, la charge de cela ne serait pas également répartie. Et comme l'a dit Laurent, les entreprises, en particulier chinoises, qui n'obéiraient pas à ces règles, pourraient continuer à grandir et à faire ce qui est arrivé il y a 30, 40 ans avec les entreprises japonaises, dont on a commencé par se moquer parce qu'elles faisaient des choses de mauvaise qualité, puis ensuite on les a critiquées parce qu'elles nous copiaient, puis ensuite on a vu qu'elles étaient ni des mauvaises qualités ni des copieurs, mais des gens d'excellente qualité et capables de nous concurrencer, ce qui est en train d'arriver avec les entreprises chinoises. Donc on a cela. Ceci dit, il faut quand même, ou plutôt il faut en priorité sauver notre planète, sauver les générations futures, créer les conditions d'une durabilité, parce qu'il vaut mieux que l'entreprise humaine survive, même si les entreprises ont plus de mal à se développer. C'est tout le dilemme dans lequel on est, dans lequel la réponse ne peut être que planétaire. Oui, il ne faut pas non plus que derrière l'entreprise responsable, l'entreprise philanthrope, l'entreprise messianique, derrière ces beaux discours, il ne faudrait pas qu'il y ait que des discours de façade et une réalité qui sont les chasseurs de primes vertes. Chez moi, à Bruxelles, Engie est en train de fermer toutes les centrales nucléaires et on va construire derrière des centrales à gaz qui produisent, comme tu le sais Jacques, 120 fois plus de gaz à effet de serre que les centrales nucléaires. Et on habille tout ça sur un discours écologique, un discours responsable et un discours messianique. Alors qu'en réalité, cette stratégie verte conduit à augmenter le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Donc, il faut faire attention à ce que les discours ne cachent pas en fait des calculs extrêmement mercantiles et contre-productifs pour l'environnement. En tout cas, dans le domaine énergétique, tu le sais bien, le bilan CO2 du photovoltaïque, il est dégueulasse. Le photovoltaïque produit 60 grammes de CO2 au kilowattheure et n'est absolument pas durable, mais le niveau des subventions est devenu absolument stratosphérique en France et encore plus en Allemagne, ce qui conduit les entreprises à avoir un discours vert de façade et en réalité des stratégies qui les poussent à accélérer le réchauffement climatique. Donc, en ce moment, ce qui m'affole, c'est qu'une partie importante du discours messianique sur la raison d'être de l'entreprise cache en fait une course au profit vert, à une chasse aux subventions vertes et dans beaucoup de cas, le bilan CO2 final, il est à l'aggravation des émissions. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que tout ce qui nuit à l'énergie nucléaire pour le remplacer par des énergies même propres, dont l'effet global en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut tenir compte de la production de l'intermittence, mais aussi de la production des appareils ou des panneaux solaires et tout cela. Si on prend donc le bilan carbone global, puis toute l'intermittence, l'impossibilité de stocker, etc., c'est évident qu'à l'heure où nous parlons, les énergies dites renouvelables n'ont absolument pas la même efficacité que le nucléaire. Reste que je peux comprendre, respecter, même si je ne suis pas d'accord, ceux qui pensent que le danger du nucléaire de très long terme, non pas de long terme, mais de très long terme, mérite d'être pris en considération, et c'est vrai qu'il l'est, et qu'il faut trouver une solution pour les déchets. Je pense qu'on a encore 50 ans pour la trouver, cette solution, avant que les déchets soient véritablement problématiques par leur importance, et qu'on n'est pas loin, en tout cas le prix Nobel français récent l'a montré, d'avoir une solution d'élimination des déchets nucléaires de très longue durée. Donc je pense qu'on a une solution technologique, d'ailleurs, on pourra revenir là-dessus, mais dans beaucoup de domaines de l'écologie, la réponse est très largement technologique, même si elle est aussi dans les comportements, dans le fait d'être plus frugaux, de faire évoluer la production vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire moins vers les secteurs de la chimie, du pétrole, de l'automobile, de l'aviation, qui sont des secteurs qui sont beaucoup plus consommateurs d'énergie, donc quelle que soit la forme d'énergie, elle est dangereuse. Mais je suis d'accord avec Laurent pour dire qu'il y a un détournement de la raison d'être pour faire des profits. Un double détournement. Le détournement qu'il a dit sous forme d'entreprise qui habille en raison d'être ce qui n'est qu'une recherche de profit par l'accaparement de subventions absurdes,
parce que mal faite, ou ce qui habille en raison d'être ce qui n'est qu'une campagne de com. Prenez une entreprise, je ne vais pas donner de nom, Laurent donne des noms, mais je préfère ne pas les donner ici. Prenez une entreprise qui prétend avoir une vraie raison d'être, qui est une entreprise tout ce qu'on veut en termes d'image, qui donne beaucoup de gages pour son action sociale, etc. On se rend compte que tout ce qu'elle dépense en termes d'action sociale est une part extrêmement faible de ce qu'elle dépense en publicité et qui est beaucoup plus efficace en termes d'image auprès de ses consommateurs que la publicité. Donc, le greenwashing est une technique qui consiste à remplacer la publicité par les relations publiques, extrêmement efficace et extrêmement nuisible quand l'entreprise ne change rien, surtout quand il s'agit d'une entreprise qui ne produit que du sucre sous mille et une formes et qui donc est extrêmement nocive pour la santé. Ça, on ne le dit pas. Merci à vous deux. Je vois que vous avez déjà entamé le débat de façon très, très puissante en anticipant presque mes questions, notamment celle sur l'écologie. J'avais une question pour docteur Alexandre qui dit raison d'être, dit très souvent écologie, environnement. Vous y êtes arrivé assez naturellement. Une grande partie des marques ayant formalisé que la raison d'être de leur existence était de sauver la planète. Qu'est-ce que vous inspire ce point focal? Est-ce que c'est vraiment la seule finalité des entreprises de sauver la planète ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse en trouver d'autres, docteur? On est rentré dans l'enflure messianique et ça aura des conséquences politiques et philosophiques importantes. Aujourd'hui, si on ne sauve pas la planète, si on ne sauve pas des milliards d'âmes, si on ne change pas radicalement le destin de l'humanité, on est un crapaud et on est un médiocre. On voit ça à l'échelle des entreprises, on voit ça à l'échelle des individus. On voit maintenant des jeunes qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas d'impact majeur sur la société. J'ai vu personnellement des gamins me dire « je voudrais changer le monde ». Et quand on voit la publicité qui est faite pour le X-Prize développé par Peter Diamandis dans la Silicon Valley, ce sont des projets qui sont mis en valeur et qui doivent changer en 10 ans la vie d'1 milliard de terriens. Donc, on va créer des névroses. Si on explique à tout le monde qu'il faut avoir un impact majeur sur le monde et qu'il faut sauver le monde pour exister, on va rendre beaucoup de gens malheureux parce que beaucoup de gens ont un travail qui n'est pas passionnant, beaucoup de gens n'ont pas un impact mondial sur le monde. Donc, si on fait croire à tout le monde qu'on peut avoir la vie de Jacques Attali, vivre 15 vies, faire 50 métiers et écrire 200 livres en un siècle, on va rendre les gens malheureux. Donc, il faut revenir à une certaine raison par rapport à cette vision de sauvetage de l'humanité. La première, c'est qu'on va rendre les gens fous si on leur fait croire que si on ne sauve pas l'humanité, on est un moins que rien. Et puis d'autre part, on accrédite l'idée que la Terre va mourir rapidement et on encourage les collapsologues à tenir un discours de fin du monde qui est catastrophique pour la jeunesse. Et je pense que Jacques sera d'accord avec moi, quand on voit qu'il y a un quart des gamins australiens autour de 15 ans qui pensent que la fin du monde arrivera avant qu'ils atteignent leur majorité, avant qu'ils aient 18 ans, on voit qu'il faut faire attention à ce discours de sauvetage du monde. Donc, ce discours de sauvetage du monde, il est castrateur pour les gens qui n'auront pas un destin extraordinaire comme celui de Jacques Attali. Et puis, cette vision-là, elle pousse les gens à penser qu'on est à la veille de la fin du monde et à cacher ce qui va mieux en matière environnementale. Et moi, je suis très, très, très choqué qu'on ne présente, quand on parle d'environnement, que ce qui va plus mal et qu'il n'y a pas un seul écologiste pour dire que les principaux polluants dans l'air de Paris ont été divisés par 1000 depuis 1955, que l'air n'a jamais été aussi pur à Paris depuis le Moyen-Âge, etc., etc. Donc, on cache ce qui va mieux en matière environnementale, on rend les gens pessimistes, on les déprime, et puis après, on leur explique qu'il faut sauver le monde. Tout le monde ne sera pas Superman, et en plus, la fin du monde ne va pas arriver parce qu'il y a des solutions technologiques, comme le disait très bien Jacques, pour régler nos problèmes écologiques, et puis parce que les collapsologues ont fait de la fin du monde un instrument de manipulation des masses.
Moi, je suis extrêmement choqué quand je vois un des plus grands intellectuels français mondialement connus comme Latour expliquer que la fin du monde et l'apocalypse, c'est jouissif. Il l'a dit ouvertement dans Le Monde et dans plusieurs interviews, avec une espèce de fascination nihiliste pour la fin du monde qui n'est pas raisonnable. Que ça fasse jouir Latour, la perspective de l'eschatologie verte. Soit, on jouit comme on veut, mais qu'on aille paniquer les gamins depuis sa chaire à Sciences Po en expliquant que la fin du monde est au coin de la rue, ce n'est pas bien. On a un taux d'angoisse verte chez les gamins qui est très élevé et qui est lié au fait qu'un certain nombre d'intellectuels verts sont irresponsables, ne font pas la paire des choses et confondent leurs angoisses personnelles ou leurs jouissances eschatologiques vertes personnelles avec la réalité écologique qui n'est pas toujours verte, mais qui a des solutions de moyen terme. Oui, Laurent, comme toujours, caricature sa propre pensée. Je suis d'accord avec une partie de ce qu'il vient de dire. Il l'exprime remarquablement bien. C'est vrai qu'il y a un pessimisme, une jouissance du pessimisme qui existe et qui pose une sorte de posture qui est très attirée par les médias. Et si vous voulez être entendu dans les médias, ben, il vous faut avoir cette posture. Il n'y a que les mauvaises nouvelles, que les alarmistes et l'intellectuel dont il vient de parler. On est une représentation caricaturale et je dirais même d'une certaine façon excessivement caricaturale. Je ne veux pas employer le mot excessif. Non. Mais c'est vrai aussi, à l'inverse, c'est vrai non plus aussi à l'inverse que, premièrement, toute personne a une possibilité d'influer sur l'avenir. C'est la théorie du colibri qui est une bonne théorie. Toute personne, en ayant dans son comportement quotidien une attention modeste et humble à ce qu'il peut faire pour avoir un impact. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir plus d'impact par mon action extérieure que par mon action personnelle, et j'essaye de mettre les deux en phase. Donc, l'humilité, une certaine forme d'attention à ce qu'on peut faire pour être soi-même économe de différents produits qu'on peut éviter de consommer, me paraît une cohérence entre l'attitude intellectuelle et l'attitude pratique. Donc, toute personne peut jouer un rôle de colibri dans le monde. Deuxièmement, il est vrai qu'il existe des vrais risques. Et si on ne prend pas en garde ces vrais risques, on ne va pas s'en prémunir. C'est pourquoi il faut à la fois ne pas être désespéré, mais il faut être conscient des risques. Si on avait, il y a 20 ans, écouté ceux dont j'étais, qui disaient qu'il y avait un risque de pandémie, on aurait pris des précautions et on n'aurait pas la situation où on est aujourd'hui. Et les pays qui sont les mieux protégés aujourd'hui sont ceux qui ont pensé que cette pandémie pourrait venir ou revenir. Dans le cas de la Corée du Sud, c'était revenir, parce qu'il l'avait connu il y a quelques années, et qui s'y sont préparés. Et donc, avoir une notion du risque et de la menace très élevée, mais qui ne doit pas être paralysante. Et il faut la voir, mais sans qu'elle soit paralysante. Et c'est donc un point d'équilibre. Si je prends je vais prendre deux exemples extrêmement différents. Celui des Juifs en Allemagne dans les années 30, s'ils avaient l'impression que ça allait s'arranger tout seul, ceux qui avaient l'impression que ça allait s'arranger tout seul sont morts dans les camps. Et ceux qui avaient le sentiment que ça n'allait pas s'arranger tout seul ont fait ce qu'il fallait. À l'époque, la seule chose qu'il fallait, c'était s'en aller. Donc, avoir conscience du danger est une nécessité pour le combattre. Et si je suis un jeune Australien, c'est le deuxième exemple que je vais prendre, ben, je peux comprendre qu'on soit pessimiste parce qu'il voit les incendies de forêt, il voit la sécheresse se développer à une vitesse fantastique, il voit le pays devenir inhabitable et beaucoup de jeunes quittent l'Australie à cause de ça parce qu'ils s'imaginent eux-mêmes pris dans un piège dans lequel leur continent va être la partie la plus désertique de la planète bientôt. Je ne dis pas que ça sera vrai partout, mais ce danger existe. Et donc, il faut garder raison. Il ne faut pas être d'un pessimisme qui conduit à la résignation, ni d'un optimisme qui conduit à l'inaction. Il faut être au milieu des deux. Oui, mais Jacques, bien sûr, mais il faut faire attention au type de message que l'on passe. Au Brésil, en moyenne mobile depuis l'an 2000, les incendies de forêt reculent. En moyenne mobile, hein, de moyen terme. Et en Australie, les incendies de forêt sont plus faibles aujourd'hui que dans les années 70.
Oui, mais pas la température. La température il y a eu 10 fois moins d'incendies l'année dernière en Australie qu'il y en a eu en 75. Tu peux aller vérifier, je suis allé vérifier personnellement les statistiques du bureau des statistiques australiens qui est disponible sur .gov.au. Donc, il faut faire attention et non pas relativiser, mais il ne faut pas présenter de façon téléologique une vision vers une catastrophe annoncée en oubliant les séries longues. Tu sais très bien, on ne cesse à l'heure actuelle de parler des catastrophes, du nombre de morts que font les catastrophes naturelles sur Terre. Depuis 1931, les catastrophes naturelles sur Terre font 100 fois moins de morts, 100 fois moins. Le pic, j'invite ceux qui nous écoutent à regarder le livre de Pinker, Stephen Pinker, auquel tu fais. 1931, c'est le pic. On est à 3,5 millions de morts par catastrophe naturelle. Aujourd'hui, on en fait 100 fois moins. Et les gens sont convaincus dans tous les sondages qu'il y a une croissance exponentielle des morts par catastrophe naturelle sur Terre, alors qu'en réalité, il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle. Mais l'augmentation de la température est un fait. Non, mais je ne suis pas climato-sceptique, Jacques. C'est deux choses de dire qu'il y a un problème de réchauffement anthropique, et j'en suis convaincu, sinon je ne serais pas pro-nucléaire, et puis après de dire qu'il y a une explosion des morts par catastrophe naturelle, alors qu'il y a un effondrement des morts par catastrophe naturelle. Rien que le téléphone entraîne un effondrement des morts par catastrophe naturelle, d'être averti qu'un barrage saute, d'être averti qu'il y a une inondation. Ça permet d'éviter les millions de morts qu'il y a eu dans la Chine des années 30 et des années 20 lors des grandes inondations des grands fleuves chinois. Donc, bien sûr qu'il faut des lanceurs d'alerte, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Moi, personnellement, je suis plus proche de William Nordhaus, qui a très bien calculé le niveau, c'est ce qui lui avait valu le prix Nobel d'économie, le niveau où il fallait mettre la taxe CO2 pour arriver à contrôler le réchauffement climatique à un niveau acceptable à l'horizon 2100, et d'un Bill Gates qui a un certain nombre de propositions technologiques pragmatiques que des Latour et des collapses. On n'entend plus de nos sociétés. Il est d'ailleurs très intéressant de voir. Il est d'ailleurs très intéressant de voir ce que dit Jean Covici à propos de l'énergie de fusion. Il dit « Je ne voudrais pas que nous mettions au point des formes d'énergie qui ne produisent pas de CO2, comme le permet l'énergie de fusion, parce que cela nous donnerait un pouvoir de titan et je ne veux pas que l'humanité ait un pouvoir de titan. » En réalité, et on le voit bien dans le refus de toute réflexion en géo-ingénierie de la part des collapsologues et des écologistes extrémistes, il y a une volonté d'empêcher la technologie de régler les problèmes écologiques, et finalement, une partie importante des écologistes souhaite que la réduction de la crise climatique se fasse par la décroissance et la baisse du pouvoir d'achat et non pas par la technologie. Or, personnellement, je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les gilets jaunes gagnent moins bien leur vie en 2050 qu'aujourd'hui, et je ne crois pas qu'il soit possible de convaincre les gens du tiers-monde qu'ils doivent garder un niveau de vie faible et que leur dignité croîtra si leur niveau de vie n'augmente pas. Donc, il ne s'agit pas d'être climato-sceptique. Il ne s'agit pas d'être climato-sceptique, il s'agit de défendre une vision compatible avec l'amélioration de la qualité de vie humaine, une vision réaliste en utilisant les bons outils, et tu sais très bien que les bons outils, ce sera une taxe carbone intelligente, et puis la mise au point de technologies qui économisent du CO2, voire peut-être un jour, mais ça n'est pas certain, des techniques de géo-ingénierie. La baisse du pouvoir d'achat pour diminuer les émissions mondiales de CO2 est une impasse qui conduira à beaucoup de malheurs, à des situations révolutionnaires, car les classes populaires n'accepteront pas de revenir au niveau de vie des années 1850. Il n'y a pas de point de divergence entre nous. J'ai toujours dit depuis très très longtemps que la décroissance était une absurdité, parce que s'il y a quelque chose qui pollue, ce n'est pas la croissance, c'est la production. Et donc, il ne faudrait pas une croissance zéro, mais une production zéro pour atteindre l'objectif, ce qui est évidemment absurde. Donc, ce qu'il faut, c'est changer la nature de la production. Et il se trouve qu'accessoirement, changer la nature de la production en utilisant moins d'énergie fossile en particulier, mais avec d'autres techniques encore, c'est-à-dire la réorientation de la production vers les secteurs que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie,
va avoir, comme effet indirect, de la croissance, mais de la croissance, de la bonne croissance, de la croissance dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie propre et des bons secteurs. Et une décroissance, et peut-être même une production zéro dans des secteurs qui ne méritent plus d'exister, comme le plastique, le pétrole, une grande partie de l'automobile, une grande partie du secteur aérien, une grande partie du textile, etc. Il y aura des secteurs en décroissance, et à condition qu'on va bien s'orienter, réorienter la production vers ce que j'appelle l'économie de la vie, qui suppose de faire d'énormes changements. Ce n'est pas la peine d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux trouver des puits de pétrole. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux faire de la santé, mieux faire de l'éducation, mieux faire beaucoup de choses. Donc, il y a un regard à avoir sur la nature de ce qu'on va produire et qui est indépendant de la quantité à produire. Donc, il y a quand même une réorientation très forte de l'économie qui est nécessaire, même si je suis entièrement d'accord sur le fait que la décroissance en tant que telle n'est évidemment pas la solution. Mais la décroissance de la production pétrolière, la décroissance de la production plastique, la décroissance de la mode 12 fois par an, ça, c'est nécessaire. Et cette décroissance-là peut être remplacée par une autre croissance dans les industries de la santé, que tu connais par cœur, dans les industries de l'éducation qui vont venir, dans les industries des énergies propres, dans les industries de la culture. Et il est possible aussi que dans un certain nombre de ces secteurs, on en arrive enfin à ce que Marx avait comme intuition au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont basculer dans la gratuité et qui, en basculant dans la gratuité, vont permettre de vivre mieux avec une production marchande qui croîtrait moins ou autrement. Par exemple, quand nous bavardons ici, nous échangeons sans échange marchand. Et pour autant, ça nous occupe, ça crée des richesses, ça entretient des échanges avec les uns et les autres, et c'est bon en tant que tel. Donc il y a un développement d'une économie non marchande, une économie que j'appelle altruiste, dont on voit la trace dans les ONG, qui naturellement ne remplacera pas l'économie marchande, et qui jouera un rôle certainement dans l'avenir, si avenir il y a, très important. Oui, mais tu sais bien sur l'altruisme, vous aviez d'ailleurs, dès 2013, avant même Laurent Marbachet et Isaac Getz, parlé de l'entreprise altruiste. Et c'est très bien parce que ça permet de recentrer un petit peu le débat, pas sur les grands sujets, mais sur les finalités des entreprises. Monsieur Attali, vous êtes capable de vivre plusieurs vies parallèles, penseur, écrivain, chef d'orchestre. Pensez-vous qu'une entreprise peut avoir une raison d'être unique? On arrête de parler d'environnement. Une entreprise peut avoir une raison d'être. D'abord, une entreprise, si elle veut survivre, elle doit changer tout le temps. Si vous prenez quelles sont les entreprises qui survivent, ce sont les entreprises qui ont su totalement changer. Regardez les entreprises les plus anciennes, elles ne produisent rien de ce qu'elles produisaient le jour de la création. Donc une entreprise, c'est un rassemblement de talents. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait 3 sortes d'entreprises. Permettez-moi de prendre la métaphore musicale, puisque c'est dans la musique que je trouve la principale source de compréhension du monde. Regardez la vie d'un musicien. Vous avez 3 sortes de musiciens. Vous avez le musicien indépendant qui travaille tout seul, qui chante tout seul, qui joue tout seul, qui fait une carrière de soliste ou pas. Et vous avez une deuxième catégorie, c'est les orchestres plus ou moins provisoires, qui se rassemblent, qui restent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, et qui vont disparaître quand les musiciens qui le composent vont aller ailleurs ou partir en retraite. Et puis, il y avait une troisième catégorie d'orchestres, qui sont les orchestres qui existent par leur marque, mais pas par les musiciens qui les composent, mais par l'exigence qu'ils s'imposent et qui changent de musicien. C'est le LSO, c'est le Philharmonique de Berlin, c'est différents orchestres qu'on peut nommer. Malheureusement, avec la pandémie, beaucoup de ces orchestres sont en train de disparaître, en particulier les orchestres américains, parce qu'ils n'ont pas cette stabilité. Si on transfère ça sur l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a donc des entreprises individuelles où les gens sont entrepreneurs de leur vie et donc ont un portefeuille d'activités, font 15 choses à la fois parce qu'ils aiment ça et puis parce que, comme on n'est pas sûr d'être incarné autant de vies, plusieurs vies, hein, c'est ce que fait autant Laurent que chacun d'entre nous, chacun vit plusieurs vies, tout simplement parce qu'on ne sait pas si on va avoir le droit d'en avoir plusieurs, donc on en vivre plusieurs. Tout le monde le fait, pas moi spécialement, tout le monde le fait parce que c'est encore comme la seule chose qui nous préoccupe, c'est l'immortalité, c'est un substitut à la réincarnation. Deuxièmement, il y a les orchestres provisoires qui sont en fait les entreprises qui sont liées à leurs fondateurs, qui existent, et qui, quand leurs fondateurs ou les enfants des fondateurs ou les
successeurs des fondateurs s'éloignent, disparaissent. Puis vous avez des entreprises qui deviennent des marques, indépendamment de ce qu'ils produisent, indépendamment de ceux qui la composent. C'est une entreprise qui incarne une grande fonction, transporter, nettoyer, rendre beau, soigner. Vous avez ces grandes fonctions humaines qui sont incarnées par et vous avez certaines entreprises qui réussissent à durer un siècle, mais ils sont plus que la marque habillée, par exemple. Et ces entreprises peuvent durer très longtemps. Et dans ce cas-là, ces entreprises ont des vocations changeantes. Et aujourd'hui, dans ces trois catégories d'entreprises, on va voir apparaître des entreprises à mission. Des gens qui se donnent la mission de faire quelque chose d'utile, qui ne soit pas seulement que de gagner de l'argent. Je pense que c'est en train de venir d'une façon assez générale, tant par la pression sociale qu'évoquait de façon inquiète Laurent tout à l'heure. La pression sociale, c'est, bon, tu gagnes ta vie, mais ça sert à quoi? Tu fais quoi de tes journées, mais est-ce que tu es utile aux autres? Et moi, je crois beaucoup à ce concept d'altruiste rationnel. Nous avons intérêt à être altruiste. À la fois, ça sera chic socialement de pouvoir montrer qu'on est altruiste, mais ça sera, à mon avis, le vrai moteur de demain. Ce qui d'ailleurs correspond à la fonction traditionnelle de l'entreprise. Adam Smith l'avait bien montré dans un livre sur l'altruisme qu'il avait écrit 7 ans avant d'écrire son livre sur la richesse des nations. Il avait montré qu'un boulanger, il a intérêt à être altruiste, parce que si ses clients ne sont pas contents, ben, il fait faillite. Donc nous avons tous intérêt au bonheur des autres. Quand Laurent écrit un livre, il intéresse que les lecteurs soient contents. Nous avons tous intérêt à être altruistes. Et si on prend l'altruisme d'une façon plus large, même modeste, même purement dans notre environnement, cet altruisme est utile. Et alors là, on finit par découvrir quelque chose qui est extrêmement mystérieux pour beaucoup de gens. C'est qu'être altruiste rationnellement est utile, mais qu'être altruiste est aussi gratifiant en tant que tel. C'est-à-dire que celui qui donne un cours, non seulement il est content parce que ses élèves sont contents, mais il est content tout court, parce qu'en parlant, il a trouvé de nouvelles idées, parce que ça le gratifie lui-même que de pouvoir s'exprimer devant d'autres. Et donc, on passe ensuite de l'altruisme intéressé à l'altruisme égoïste, où on trouve de l'intérêt personnel à être altruiste. Et là, alors, on arrive véritablement à une forme supérieure qu'on voit dans l'écologie, qu'on voit dans l'entreprise, où on voit des entreprises qui font ça. Mais il faut bien dire que pour l'entreprise, comme pour l'individu, il y a une contrainte absolue, c'est celle qu'évoquait Laurent tout à l'heure, il faut survivre. Si être altruiste vous fait mourir, c'est un choix qu'on peut faire, et c'est un choix magnifique quand il s'agit de mourir pour sa patrie, mourir pour sa famille, mourir pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, c'est un choix qu'on peut faire. Mais en dehors de ce choix incroyablement respectable, qui s'applique plus aux individus qu'aux organisations, on n'a pas vu une entreprise se jeter à l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie. On n'a pas vu une entreprise décider son suicide pour être utile. On a vu des individus le faire, pas des entités, pas des organisations. Mais normalement, une entité, comme un individu, décide de survivre. Pour un individu, survivre, ça veut dire être en bonne santé, ça veut dire gagner sa vie, ça veut dire plein de choses. Pour une entreprise, ça veut juste dire avoir un chiffre d'affaires supérieur à ses dépenses. Docteur, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce sujet? Je crois que plus généralement, au-delà de l'entreprise, on est à un moment charnière. La vision historique que nous portons de l'humanité est en train de changer. D'abord, on réalise que nous avons créé l'Anthropocène, c'est-à-dire que nous sommes maintenant les jardiniers de la Terre et nous en sommes responsables. Et puis d'autre part, nous découvrons que nous avons des pouvoirs démiurgiques qui sont le plus souvent portés par des entreprises, notamment par les géants de la Silicon Valley et leurs équivalents chinois. Et donc tout ceci nous conduit à nous poser des questions sur le sens de l'humanité, le sens de notre humanité, et ce que nous devons en tant qu'entreprise et également en tant qu'individu, en tant que société, faire de nos nouvelles capacités. L'apparition des pouvoirs démiurgiques de l'homme est arrivée extrêmement rapidement en réalité. Et on n'a pas encore réfléchi à ce nouvel état du monde au XXIe siècle et à la façon dont nous devons repenser notre histoire du futur. Et ce travail de réflexion, il est aujourd'hui indispensable et en réalité, il n'a pas commencé.
il n'y a pas de réflexion de fond sur quelques décennies sur la façon dont l'humanité doit gérer ses pouvoirs démiurgiques. Alors, sur un sujet qui a toujours passionné Jacques, on voit bien que le champ des domaines où Homo Deus agit sont de plus en plus importants et que ces domaines ne peuvent pas être gérés sur une base nationale et ne peuvent être gérés que sur une base transnationale. On ne peut pas réguler les neurotechnologies dans un seul pays. On ne peut pas réguler le bébé à la carte et puis les modifications génétiques dans un seul pays. On est obligé au XXIe siècle d'avoir de plus en plus un champ de régulation transnationale. Jacques parle parfois de gouvernement mondial. Sans aller jusque-là, il est très clair que nous sommes obligés de repenser notre histoire parce qu'il y a un changement anthropologique majeur qui est l'arrivée de pouvoirs de l'homme sur l'homme qui sont inédits et qui n'étaient pas envisagés en réalité il y a un siècle. C'est pour ça que la réflexion est aujourd'hui insuffisante sur ce que nous devons faire de notre humanité. Et ça concerne aussi les entreprises parce que les pouvoirs démiurgiques d'Homo Deus, ils sont principalement aujourd'hui développés par des entreprises privées et les GAFA en sont un exemple. On pourrait rajouter Elon Musk avec le spatial, SpaceX, qui est bien une technologie démiurgique, ou Neuralink, les implants intracérébraux. Merci, docteur. Je vous en prie. Non, je pense qu'en effet, on a toutes ces perspectives qui s'ouvrent à nous et la potentialité de voir des solutions technologiques ouvrir des pistes considérables comme celle que vient d'évoquer Laurent. On a aussi la perspective de voir la recherche de l'immortalité prendre des voies extrêmement dangereuses pour l'humanité. Comme il nous reste peu de temps, je voudrais revenir sur les sujets d'origine de notre débat, c'est-à-dire la raison d'être. Moi, je crois beaucoup que l'entreprise peut être impliquée dans une raison d'être globale qui n'ira pas jusqu'au gouvernement mondial. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un gouvernement mondial au XXIe siècle. Je pense qu'on peut avoir des réglementations, qu'on doit avoir des réglementations, mais qui existent déjà. Je prends souvent l'exemple d'un secteur où il y a un gouvernement mondial extrêmement opérationnel et tyrannique qui impose ses décisions dans le moindre village de la planète et que personne ne conteste, c'est la FIFA. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ça pour le foot et pas avoir ça sur la santé? C'est un grand mystère pour moi. C'est vrai que le foot, c'est plus important que la santé, mais quand même. Donc, l'idée d'avoir une institution internationale forte, ça existe, c'est possible. Maintenant, sans rêver que l'OMS soit aussi puissant que la FIFA, ce qu'on pourrait espérer quand même, mais sans le rêver, on peut penser avoir des règles qui s'imposent sur la taxe carbone, sur la protection des océans, sur la gestion des déchets, sur la réorientation vers l'économie de la vie, et voir ces règles complétées ensuite par des règles qui viendraient des consommateurs et des acteurs. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que je vois apparaître sur les consommateurs qui vérifient. C'est le cas de Yuka ou une boîte qui s'appelle Clear Fashion qui vérifie la qualité textile des vêtements. Tout ça, c'est très, très bien et ça peut être très utile. Et si les boîtes voient que on n'achète plus n'importe quoi, ni pour se nourrir, ni pour se vêtir, elles vont changer. Si les fonds d'investissement privés et publics cherchent à être positifs, et la fondation que je préside, Positive Planète, nous mesurons la positivité des pays et nous mesurons la positivité des entreprises. Eh bien, si on le fait et si progressivement ça prend cher, je pense qu'on arrivera très loin. Je vais devoir vous laisser dans quelques minutes, malheureusement. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Jacques. Je vous en prie. La dimension, Jacques, je m'excuse de revenir à ce que je disais tout à l'heure, elle me paraît quand même être liée à l'apparition d'un messianisme technologique. C'est-à-dire que tu fais comme si la raison d'être de l'entreprise ne pouvait être que bénéfique. Or, la raison d'être de l'entreprise demain, entraîner des oppositions entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Neuralink, sa raison d'être, c'est de nous rendre plus intelligents en mettant des microprocesseurs miniatures dans le cerveau de nos enfants dans le futur. Il y aura des oppositions à cette raison d'être.
le patron d'Amazon, comme tu le sais, investit une partie importante de sa fortune personnelle pour créer des stations orbitales dans sa société Blue Origin. Cela va entraîner des oppositions majeures. On pourrait parler aussi de Calico, la filiale de Google qui est destinée à nous rendre immortels. Demain, il va y avoir des oppositions dans les raisons d'être qui vont en fait recouper le nouveau clivage politique du XXIe siècle entre les bioconservateurs et les transhumanistes. Et en réalité, on ne va pas être dans une vision bisounours parce qu'il va y avoir des vraies oppositions de nature quasi religieuse dans la raison d'être des entreprises, entre la partie de la population qui est plutôt bioprogressiste et qui trouvera formidable qu'on fasse de l'augmentation cérébrale chez Elon Musk, et puis une partie plus bioconservatrice qui va être effarée et qui trouvera que tout cela, ce sont des raisons d'être maléfiques et qu'il faut empêcher les entreprises d'avoir des raisons d'être maléfiques liées à l'idéologie transhumaniste. Ça va être ma dernière réponse parce que malheureusement, je vais devoir vous quitter. Mais la raison d'être ne peut pas être n'importe quoi, évidemment. Qui détermine et en particulier, la raison d'être ne peut pas être de produire du CO2, et ce qui est le cas des énergies fossiles, donc ça peut pas l'être. La raison d'être ne peut pas être, à mon sens, de manipuler l'espèce humaine. Mais ça, pour l'instant, on n'a aucun moyen d'éviter que ça le soit. Donc, le juge de paix, si ça n'est pas la loi, ça sera le client. Si une entreprise trouve des clients pour aller sur Mars et espérer être immortel, ou pour augmenter pour faire croire, ce qui pour ma part est une escroquerie, mais c'est un point de désaccord avec Laurent, qu'on peut augmenter l'intelligence des gens d'une façon génétique. Bon, je crois pas du tout à ça, mais s'il y a des gens qui y croient, qui achètent ces produits, tant mieux, jusqu'à ce que la loi l'interdise. Et moi, je souhaiterais que la loi l'interdise. Voilà, je vais devoir arrêter là, malheureusement. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence. Est-ce que, docteur, vous avez le temps pour une dernière question? Oui, oui. Oui, très bien. Donc, merci beaucoup, monsieur Attali. Et on va finir avec une dernière question à deux. L'IA et la data, c'était exactement le sujet dans lequel on était, devraient permettre aux citoyens de vérifier l'adéquation de leurs valeurs avec celle des marques et la véracité des engagements qu'elles prennent de plus en plus. Cette nouvelle étape va-t-elle renforcer l'authenticité ou nous enfermer dans la dictature de la transparence, selon vous? Moi, l'authenticité, je ne sais pas ce que c'est. Et de mon point de vue, en tant qu'observateur, c'est en réalité un buzzword et une stratégie marketing. Donc, tout le discours sur l'authenticité, je n'y adhère pas. Je pense que c'est une manipulation commerciale. Donc, je suis très, très, très réservé là-dessus. Il est clair qu'on va, au travers du big data, nous connaître de plus en plus. Et l'équilibre entre nous connaître mieux et nous servir mieux et puis nous manipuler en connaissant les ressorts ultimes de notre cerveau grâce à l'utilisation de nos traces numériques et de l'intelligence artificielle, l'équilibre va être bien difficile dans le futur et il est probable qu'il y aura beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment du deep learning couplé à nos traces numériques pour nous manipuler. Nous rentrons dans une ère de la manipulation. Et sa régulation ne va pas être très simple. On voit aujourd'hui l'immense pouvoir que les maîtres de l'intelligence artificielle, en Occident, Google, Apple, Facebook, Amazon, et en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi ont pris. Ce sont devenus des maîtres, les seigneurs de la nouvelle économie. Ce sont devenus des acteurs géopolitiques. On voit même Facebook vouloir créer sa monnaie. Ce sont fondamentalement des entreprises magnifiques, mais qui ont un pouvoir manipulateur sur nous parce que l'intelligence artificielle peut connaître tout de nos ressorts. Et d'ailleurs, le patron de Google et fondateur de Google, Sergey Brin, avait une phrase absolument extraordinaire. Ce que les gens nous demandent, ce n'est pas de répondre à leurs questions, c'est de leur dire quelle est la prochaine action qu'ils doivent réaliser. Tout est dit dans cette déclaration du cofondateur de Google. L'intelligence artificielle couplée au big data a un énorme pouvoir sur nos cerveaux pour nous rendre service, mais éventuellement pour nous manipuler. Le débat sur le rôle des GAFA dans l'économie et dans la politique dans le futur ne fait que commencer. On a vu que les géants de la Silicon Valley ont réalisé une euthanasie numérique, un coup d'État numérique en tuant
sur les réseaux Donald Trump. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, ça n'est pas le sujet. Moi, je ne suis pas un grand fanat, bien au contraire, de Donald Trump, mais on ne peut que constater que simultanément, en quelques heures, tous les géants de la Silicon Valley ont numériquement tué Donald Trump et ont supprimé ses traces, ses comptes Twitter, etc. On voit le pouvoir immense au-delà de l'économie que les géants de l'intelligence artificielle vont avoir sur notre comportement, et pas uniquement notre comportement marchand et marketing, également sur notre comportement politique et philosophique. Cette économie de la manipulation dans laquelle l'intelligence artificielle nous fait rentrer, nous devons y réfléchir, et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Homo Deus n'a pas commencé à réfléchir à la façon dont il doit créer son futur. Merci, docteur. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était un entretien passionnant. Il serait possible de vous avoir écouté l'un et l'autre avec Jacques pendant des heures. Mais les meilleures choses ont une fin. Donc, je remercie tous les spectateurs, tous les auditeurs du podcast. Et j'ai le plaisir de leur redonner rendez-vous mercredi prochain à 10h pour le 6e épisode de Purpose Info. Je recevrai Sandra Gobert, administratrice de Guberna, l'Institut des administrateurs belges, et Sébastien Crozier, président de la CFE-CGFC du groupe Orange. Donc, pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast de Purpose Info. Bon week-end à toutes et à tous. Et encore merci, docteur. Bonne journée. Merci, à vous aussi.